une ville entière mobilisée. En 2005, Sinop s'est arrêté pour chercher Bruno Aparecido dos Santos, âgé de seulement 9 ans. João a avoué avoir attiré Bruno dans une maison en construction. Il a dit qu'il l'avait agressé, violé et tué le garçon. Maintenant, ces derniers jours, à cause de certains événements, tout le pays s'est souvenu d'un crime lâche et brutal qui a été commis là-bas. Le 28 octobre 2005. Il y a 20 ans, à Sinop, dans le Mato Grosso. La victime était Bruno Aparecido dos Santos, un petit garçon de 9 ans. L'agresseur du garçon, João Ferreira da Silva, qui était en prison depuis lors et avait été condamné à 52 ans de réclusion. Mais il y a quelques jours, il a reçu avec joie un ordre de libération. Cependant, moins de 24 heures après avoir retrouvé la liberté, il a été exécuté. Un récit qui peut être analysé sous différents angles, mais qui contient une vérité absolue, une certitude. João ne fera plus de mal à aucun enfant. Je suis Marcos Campos, bienvenue à tous. Si vous aimez les histoires vraies de crimes, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, il y a plusieurs épisodes comme celui-ci, ici. Suivez-moi aussi sur Instagram, @je suis Marcos Campos. Là-bas, je publie des contenus plus courts, plus résumés, et aussi un peu de ma routine pour ceux qui aiment suivre. Si possible, deviens membre de la chaîne, ça m'aide beaucoup. Si tu ne peux pas, laisse juste un like et un commentaire. Ça aide déjà beaucoup, d'accord? Les messages sont passés, passons aux faits. Peu importe qui ils étaient, de leur vivant, bons ou mauvais. Les victimes d'homicide deviennent automatiquement des affaires ouvertes, prises en charge par la police militaire, et par la suite des affaires à être enquêtées par la police civile. C'est exactement ce qui est arrivé à João Ferreira da Silva, 46 ans, assassiné par balle le mercredi matin, le 10 décembre dernier, à Sinop, dans le Mato Grosso. L'action a été filmée par des caméras de surveillance à proximité qui ont enregistré l'exécution de l'homme qui a eu lieu vers 6h50 du matin sur l'avenue Colonizador Enio Pepino devant la porte d'un hôtel dans le quartier Santa Monica. Après que des coups de feu ont été entendus et que l'homme est tombé au sol, touché par balle, les équipes des pompiers ont été appelées. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils n'avaient plus rien à faire et le décès a été confirmé. Mais qui serait donc la victime et quelle est la raison de sa mort violente? Ici alors, l'histoire commence à prendre une tournure différente de celle suggérée par les premières impressions. En résumé, ni vol avec homicide. Les informations que la police militaire et la police civile ont récupérées sur la victime l'identifiaient comme étant João Ferreira da Silva, un homme au passé criminel, et qui avait quitté la veille de sa mort le 9 décembre la pénitentiaire Dr Osvaldo Florentino Leite, le célèbre Ferrugem de la ville de Sinop dans le Mato Grosso. Cette unité pénitentiaire, qui il y a quelques années a été sévèrement critiquée pour les mauvaises conditions d'hygiène de ses locaux, apparaît dans plusieurs reportages comme une institution qui a subi des réformes non seulement structurelles, mais aussi administratives, et qui actuellement favorise la réinsertion sociale de ses détenus en leur proposant des activités culturelles et professionnelles. Ils participent à un projet de lecture, fabriquent des jeux d'échecs et disposent également d'un atelier de couture. Actuellement, 1430 détenus y vivent dans une structure organisée comme un petit quartier, avec divers défis en sécurité, santé et éducation, selon la direction. Eh bien, c'est de cette institution que João est sorti après 20 ans d'incarcération. S'il avait un bon comportement et d'autres détails de sa vie pendant cette période d'enfermement, on n'en sait rien. Ce qui est affiché dans toutes les sources d'information, ce sont les raisons pour lesquelles il est resté là-bas emprisonné pendant 2 décennies. Comme cela a déjà été mentionné ici au début de l'épisode, João a été jugé et condamné pour le crime lâche et brutal qu'il a commis le 28 octobre 2005. Là-bas même, à Sinop, dans le Mato Grosso, la victime, le petit Bruno Aparecido dos Santos, âgé de 9 ans. Le ministère public a démontré lors du procès qu'en octobre 2005, João Ferreira, qui travaillait comme maçon, a attiré le petit Bruno dans une maison en construction dans le quartier Nossa Senhora Aparecida, un endroit isolé où l'enfant a été agressé,
abusé et tué. En 2005, Sinops est arrêté pour rechercher Bruno Aparecido dos Santos, âgé de seulement 9 ans. Le jour du crime, Bruno était chez son père, d'où il est sorti seul pour aller chez une tante. Un geste habituel et que nous comprenions comme ne représentant aucun risque pour lui. Ça devait être un endroit tout proche et un voisinage familier. Cependant, Bruno a disparu et cela a désespéré sa famille qui a immédiatement commencé à le chercher. Et ils ont immédiatement fait la déclaration officielle, le procès verbal. La mère, Madame Josiana da Silva, le père aussi, ainsi que d'autres membres de la famille, accompagnés d'un groupe de proches et même de bénévoles inconnus, tous étaient unis et se sont impliqués dans la recherche de l'enfant. Il existe des images de la couverture des journaux locaux qui nous donnent une idée de la complexité de ce travail. La zone à fouiller couvrait toute la région, coupée par des rivières, avec une végétation dense et des routes en terre battue. Bref, un immense périmètre autour de la ville. C'est grâce à ces images de 2005 que nous pouvons voir le visage de Bruno et comprendre le niveau de tension que le crime a provoqué dans la ville. Et l'angoisse s'est transformée en révolte. Ces 10 jours, on cherchait, on souffrait, 10 jours à chercher ce garçon. Pourquoi ce malheureux a-t-il fait ça? Pourquoi? C'est juste pour que vous connaissiez le nom inhabituel de cette ville. Sinop est un acronyme de Société immobilière du nord-ouest du Paraná. L'entreprise qui a amené des agriculteurs du nord du Paraná dans cette région du nord du Mato Grosso. L'exploration de la région a été une aventure monumentale qui a commencé là-bas en 1972 et Sinop compte actuellement plus de 200 000 habitants. Bien, maintenant que le contexte est posé, après des jours de recherche infructueuses, il y avait une angoisse évidente et croissante dans la famille et chez tous ceux qui connaissaient le garçon. Apparemment, João Ferreira da Silva avait déjà été envisagé comme suspect dans la disparition de Bruno, mais en réalité, il n'a vraiment été inquiété que lorsque le maçon, qui avait alors 25 ou 26 ans, a attaqué et tenté de violer un autre garçon, un peu plus âgé que Bruno, âgé d'environ 12 ans. Cette deuxième victime, en l'espace de seulement 10 jours, a réussi à s'enfuir et à identifier son agresseur et abuseur. Le travail de la police est alors devenu plus efficace, plus ciblé et finalement a fait la lumière sur l'affaire de Bruno. Eh bien, les gars, le deuxième garçon a indiqué aux policiers l'endroit où il avait été emmené, un bâtiment abandonné à proximité. Là, les policiers ont trouvé des billes appartenant à Bruno ainsi que des morceaux de bois tachés de sang. Autrement dit, des preuves de la présence du garçon et que c'était une scène de crime. Après avoir été arrêté, le maçon João Ferreira da Silva a avoué avoir commis l'homicide de Bruno, qui jusque-là n'était enregistré que comme disparu. Tous les espoirs sont morts là. On a appris que le mineur était mort après avoir été abusé et agressé. L'emplacement du corps a été communiqué et la récupération de ce corps a alors été effectuée. Les images sont incroyablement choquantes, car c'est le propre père de Bruno qui a creusé l'endroit où le cadavre était enterré et a retiré son fils mort. De cette fosse peu profonde, située sur un terrain vague près de la résidence de l'agresseur, le corps de l'enfant a été retrouvé nu, les mains attachées, enterré dans un trou d'environ 1 mètre de profondeur. Les vêtements étaient soigneusement rangés dans un sac en plastique à côté du cadavre. Avec certitude, cette expérience terrifiante de devoir déterrer le corps de son fils assassiné n'a jamais quitté la mémoire du père de Bruno. Madame Josiana, sa mère, a dit qu'elle n'a pas voulu voir son fils dans l'état où il a été retrouvé. Il suffit de penser que de nombreux jours s'étaient écoulés depuis l'assassinat et que le corps présentait déjà des signes évidents de décomposition. En plus des marques de cette violence extrêmement monstrueuse et lâche, il y avait la révolte de la population, n'est-ce pas? Elle a été si intense qu'environ 500 personnes ont encerclé le commissariat dans une tentative d'invasion et de lynchage. La police a empêché, mais les images sont enregistrées. Pour que personne ne doute que tous ceux qui étaient en présent étaient prêts à faire justice eux-mêmes. Ou la justice expéditive n'est-elle pas simplement de venger la mort d'un enfant innocent? On peut clairement comprendre certains cris et accusations selon lesquels João aurait participé comme volontaire dans les groupes de recherche. Il a feint la solidarité envers la famille de Bruno et a vu le visage de douleur, les larmes de désespoir, l'angoisse qui coulait des yeux de ses parents.
Il a vu les parents pleurer et souffrir pendant des jours, tandis que, certainement, il se rappelait avec plaisir de ce crime. Il a commis une autre attaque 10 jours après la première. Et là, je vous demande, les amis, pensez-vous qu'il a réfléchi à ses actes, qu'il a regretté? Ou bien l'abus et la mort de Bruno ont-ils réveillé en lui un appétit sadique, une mauvaise nature? Le monstre qui existe chez cette personne et chez d'autres comme lui, que nous avons déjà vu ici à plusieurs reprises. Et si c'était son premier crime, on ne sait pas non plus, ça pourrait avoir été son premier crime. Pourquoi pas? Très souvent, je vous l'ai déjà dit, si le gars fait ça, apparemment il n'est pas découvert, et ça stimule ce plaisir maladif en lui. Et il veut recommencer encore. Alors, pour empêcher la barbarie de toutes ces personnes qui étaient là et qui voulaient la tête de João Ferreira, il a reçu un uniforme emprunté avec lequel il s'est habillé, s'est déguisé et accompagné de quelques policiers. Il a été transféré du commissariat local. En réalité, il est sorti par la porte de derrière et, en sautant par-dessus des murs et en entrant dans les arrière-cours de maisons au hasard, il a réussi à s'en sortir vivant de cette scène digne d'un film d'horreur. Ainsi, escorté, il est arrivé à Cuiabá, d'où il s'est enfui, mais il a été repris quelques heures plus tard dans une gare routière. Et là, son destin était déjà scellé. En résumé, 3 ans plus tard, en 2008, João a été jugé devant la justice avec un avocat à ses côtés. Il a écopé de 42 ans de prison pour l'homicide de Bruno. Les preuves réunies contre lui comprenaient le rapport de l'autopsie, la carte des blessures, l'analyse de la scène du crime ainsi que la confirmation de la dissimulation du cadavre. Malgré ses aveux initiaux, João a alors déclaré devant le tribunal qu'il ne se souvenait plus s'il était ou non l'auteur des faits. Regardez bien, dans une autre affaire, il a reçu 10 ans de prison en plus pour attentat violent à la pudeur. Le cas du second garçon qui a survécu et dont la dénonciation a permis l'arrestation rapide de cet homme. Comme déjà mentionné plusieurs fois sur la chaîne, même si parfois nous remettons en question les peines appliquées, que la loi soit respectée, João Ferreira a purgé 20 ans de prison sur un total de 42 ans, plus 10 ans ajoutés à ses condamnations. Nous ne savons pas si pendant ce temps, ce processus de réclusion sociale a changé d'une quelconque manière, c'est-à-dire s'il a changé pour le mieux. Il est certain qu'un homme qui passe 20 ans en détention change. Il ne sera jamais le même qu'il était au début de sa peine, n'est-ce pas? Ça, bien sûr, c'est évident, la plupart des détenus deviennent plus endurcis avec le temps. Mais ne nous attardons pas sur ce sujet, ni ne philosophons là-dessus. Si c'est fait des ennemis à l'intérieur de la prison, pourquoi pas aussi des amis, peut-être? Pourquoi pas? Nous ignorons encore tout cela, mais l'enquête à venir pourrait nous apporter ces informations. Jusqu'à présent, ce que nous savons se résume pratiquement aux images de sa mort. 2 hommes se trouvaient près de l'entrée de l'hôtel, maintenant au numéro 25, où João a passé sa première nuit en liberté. Lors de la fameuse planque, ces hommes étaient à l'affût, attendant simplement que l'ex-détenu sorte pour se montrer. L'un d'eux, en sweatshirt, masque et casquette, entre à la réception de l'hôtel, puis ressort peu après. Ensuite, João apparaît sur la vidéo en quittant l'intérieur de l'établissement. Et, à ce moment-là, il est abordé par cet homme à droite de l'écran. Celui-ci s'approche et, apparemment, demande l'identité de la victime. Il s'agirait donc juste de valider la cible, non? Empêchant qu'un autre client, qui ressemblerait soudainement physiquement à João, ne meure à sa place à cause d'une erreur ou d'une précipitation. Ça paraît étrange, mais c'est bien comme ça que ça s'est passé. Les images sont là, disponibles pour quiconque veut confirmer tout cela. Ce tireur, arme à la main, oblige João à faire quelques pas vers la gauche de l'écran, quittant ainsi l'entrée et la réception de l'hôtel. Un autre homme est appuyé contre le mur, portant un pantalon orange qui ressemble à un uniforme d'éboueur, n'est-ce pas? De nettoyage public, etc. Après cela, il y a 3 coups de feu et le duo de suspects s'enfuit des lieux. João est maintenant sans vie, son corps est étendu au sol et peu après, plusieurs coups de feu sont tirés. Le maçon tombe sur le trottoir et les suspects en s'enfuirent. Les équipes de la police civile ainsi que de la Polytech ont été appelées pour analyser la scène du crime et effectuer les travaux d'expertise.
Ils ont rapidement trouvé au moins 3 douilladis de munitions sur la scène du crime. Ensuite, le corps a été envoyé à l'Institut médico-légal pour une autopsie et la confirmation officielle de l'identité. Petite remarque à ce sujet, d'accord? La victime avait déjà été identifiée par les autorités, malgré la nécessité des examens, des formalités, etc. Pour finir, les questions d'empreintes digitales et le reste. Selon la police civile, il leur appartient maintenant d'enquêter sur les faits et de déterminer la motivation, qui, naturellement, peut ou non, ou doit être liée au passé criminel de la victime. En bref, il s'agit d'identifier les suspects et de comprendre si l'exécution a été planifiée. Ce qui, à mon avis de profane, est probablement le cas, n'est-ce pas? C'était un crime planifié. Il y a aussi ce truc auquel tu penses peut-être, n'est-ce pas ça? Ah, mais en prison, il n'a pas créé des liens ou des ennemis, par exemple? Ça se peut, mais bon, on ne sait jamais, hein? 20 ans là-bas, je ne sais pas si ça ne se serait pas déjà réglé. Là-bas même. Il n'est pas sorti. Ce qu'on ressent, c'est que ça a vraiment à voir avec l'affaire du garçon là-bas et aussi avec l'autre, hein, qui malheureusement s'est échappé. Hein. Je ne sais pas. Peut-être que nous n'avons pas de détails pertinents sur cette enquête, comme par exemple si la libération de ce João a été annoncée à l'avance, ou non, pour que la personne soit là dès le lendemain. Autrement dit, est-ce que tout le monde savait déjà qu'il serait dehors? Est-ce que ces personnes qui avaient des comptes à régler avec lui savaient, d'une manière ou d'une autre, il y avait une information privilégiée? Il existe des cas similaires à celui-ci, n'est-ce pas, les gars? Impossible ici de ne pas se souvenir de Floresvaldo d'Oliveira, qui se souvient de ce nom-là, le caporal Bruno, qui a été exécuté quelques jours après être sorti de prison. Cela est aussi arrivé à Aclides Marcelo Gomez, le mauvais garçon, 2 cas déjà évoqués sur la chaîne. João Acacio Pereira da Costa, célèbre comme le bandit de la lumière rouge, a lui aussi eu une courte vie hors de prison. Et le 11 décembre dernier, les journalistes de la région ont fouillé la maison de Bruno, du petit garçon, et ont parlé avec Madame Josiana, sa mère. Elle a raconté que dès qu'elle a appris la mort de João, elle s'est rendue à l'endroit où se trouvait le cadavre de l'assassin de son fils. La femme a dit qu'elle avait besoin de voir de ses propres yeux que la vie de ce criminel était bel et bien terminée. Dans les mots de cette mère, que Dieu me pardonne de me sentir heureuse de la mort de cet homme. Sa réflexion est très claire, n'est-ce pas? Très simple, assertive, peut-être très similaire à celle de beaucoup d'entre nous ici. La mort de João Ferreira da Silva ne ressuscite pas Bruno et n'efface pas non plus ses crimes passés. Mais cela l'empêche de recommencer à abuser des enfants. Cela l'empêche de tuer à nouveau la mère avec le cœur lourd de chagrin. Il mentionne également que maintenant, la justice a vraiment été rendue. Elle a dit qu'elle ne sait pas qui a commis le crime, qui a tiré sur João, mais elle a dit que si c'était possible, si elle en avait eu l'occasion, elle l'aurait fait elle-même. Eh bien, je pense que nous pouvons comprendre une douleur de cette ampleur, n'est-ce pas? Qui ne fait qu'augmenter avec le temps. Et avec l'absence de son fils, elle a perdu un fils de 9 ans. Imaginez toute cette période de l'enfance, enseignant, construisant l'éducation, la culture de l'enfant. La vie commence à éclore, puis un salaud comme ça arrive et fait ça. La douleur de cette mère est bien compréhensible, n'est-ce pas? Toutes ces absences de son fils, n'est-ce pas? Au pluriel. D'ailleurs, Madame Josiana fait une réflexion. Si son fils était en vie, si son histoire avait suivi son cours normal, aujourd'hui, Bruno aurait presque 30 ans. Un homme probablement marié, père, et elle, grand-mère. Autrement dit, Madame Josiana pense aussi aux petits-enfants qu'elle n'a pas eu l'occasion d'avoir. Ceci ouvrirait la porte à de nombreux débats, non? Jusqu'à quel point cela dépend de ta croyance, n'est-ce pas? Il y a le pardon. Il existe aussi ce parallèle, mais une personne comme ce type-là, ce meurtrier qui vient d'être tué, je ne sais pas s'il y a une réhabilitation possible. Pourquoi je parle comme une personne ordinaire, d'accord? Aussi comme père. En essayant de comprendre tout ça, parce qu'une personne qui fait ça à un enfant, qui abuse, maltraite, attache, enlève, puis remet les vêtements avant d'enterrer pour que personne ne découvre. Elle passe ces journées-là normalement, aux côtés de la famille angoissée, n'est-ce pas, à cause de la disparition de l'enfant. 10 jours après, elle recommence. Alors il existe, je pense, une tâche, un défaut cérébral auquel on ne peut pas accorder le bénéfice du doute. À mon avis, d'accord?
À mon avis, je ne suis pas un professionnel du domaine, mais je le dis, il y a un cas criminel tous les jours. Ce sont des choses qu'on voit qui révoltent, n'est-ce pas? Quelle est la raison? J'aimerais comprendre. Il est probable que cela soit encore rapporté, mais je voudrais comprendre les motivations. Est-ce seulement une question de loi? Ah, puisqu'il était en règle en prison. Il doit donc pouvoir sortir avant d'avoir purgé toute sa peine, déjà discutable, n'est-ce pas? Une fois que le gaz avait 30 ans, à 42 ans, il a pris 10 ans de plus pour l'autre crime et tout ça. Que tu sais, selon notre législation, il se peut que, si c'était seulement celui-là, il n'irait même pas en prison, hein, n'est-ce pas, c'est pas? Ça aurait été commis en travaux d'intérêt général, quelque chose comme ça. Mais bon, mais il l'a fait avec Bruno, et là, il a été arrêté. Et pourquoi est-il sorti plus tôt, n'est-ce pas? 20 ans seulement? Eh bien, on va dire, 20 ans, bah, c'est long, bien sûr, hein, c'est très long. Mais il y a ça, ce que je viens de dire, là, tu vois. Est-ce que le gars est capable de se redresser? Disons. Parce que, mec, je ne sais pas ce que le cerveau fait à un enfant de 9 ans, je ne sais pas s'il y a une solution, mais bien sûr, je veux connaître l'avis de chacun d'entre vous, n'est-ce pas? Le dialogue est toujours bienvenu. On échange des idées, et si tu n'es pas d'accord, pas de souci. Montre-moi ton point de vue, qui sait, tu pourrais aussi me convaincre du contraire. Rendre justice soi-même de façon positive, c'est une autre histoire, non les gars? Je ne sais pas, peut-être bien, mais bon, entre. On va rester ici à discuter jusqu'à demain, parce que ça soulève aussi toute cette question des gens qui en ont marre, non, de voir ce genre de choses arriver, n'est-ce pas? Ils en ont marre. Et puis il y a le gars qui a, je ne sais pas non plus. Je pense qu'il faut aussi avoir un peu de, tu sais, d'anormalité pour passer. Parce que ça ne doit pas être quelque chose de très simple à faire, n'est-ce pas? Parce qu'ensuite, il y a aussi toutes tes convictions religieuses, etc., n'est-ce pas? Tu arrives là-bas, la personne te demande « Quel est ton nom ?» À Hunter Giflo. Ce n'est pas facile à faire, non? Mais vu de l'extérieur, en spectateur, tu comprends, non? Tu comprends les paroles de cette mère. Peut-être que tu te dis comme ça, bon, le gaz y va parce que la justice est un peu bizarre. Alors il va là-bas et il écarte le gars pour éviter de nouvelles victimes, non? Toutes les cartes sont sur la table, tout ça peut se comprendre, mais laisse ton avis pour nous, d'accord? Je te remercie énormément pour ta compagnie. Un bisou du roux et à bientôt pour le prochain épisode.